Bonjour Mariana, je suis vraiment ravie de t'interviewer pour une deuxième fois parce que je l'avais déjà fait une fois en espagnol. En espagnol, oui. Ça faisait longtemps que je voulais, au moins 2 ans que je voulais faire cette interview et voilà que le moment est arrivé. Comment tu vas Mariana? Mais ça va bien, on est dans l'énergie du printemps qui démarre et on est en train de préparer, toi et moi, une proposition de cours de tarot, donc c'est un bon moment. On est dans le tarot, l'énergie du printemps, c'est le numéro 3, c'est l'impératrice, qui s'élève comme ça pour aller se stabiliser avec son... Tu les vois dans la caméra? Avec son... Tiens, je vais te mettre près. Oui, tu l'approches parce que je ne suis pas un professionnel, donc on fait c'est le couple amoureux, tu vois, il y a l'énergie printanière qui se stabilise dans l'entrée dans l'été. C'est l'impératrice et l'empereur. C'est l'impératrice et l'empereur, et c'est vraiment l'image de ce qui nous a tous engendrés, c'est-à-dire c'est l'image de cette espèce d'énorme élan de l'enthousiasme amoureux, ou au moins de l'enthousiasme hormonal, dans le meilleur des cas, qui produit cette rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule. Donc même s'il fait un peu gris à Paris aujourd'hui, je trouve que c'est un bon moment pour se proposer un nouveau projet. Comment tu es arrivée au tarot, Mariana? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors je suis arrivée au tarot au tout début par des moyens un peu névrotiques. J'avais 16 ans. J'étais dans une famille, mes parents sont des gens merveilleux, mais ils n'étaient pas très mûrs quand ils nous ont eus, mon frère et moi. Moi j'étais le premier enfant, ils nous ont eus très jeunes. Donc évidemment au bout d'une dizaine d'années, c'est un couple qui a commencé à plus fonctionner très bien parce qu'il n'était pas basé sur une compatibilité profonde. Donc j'ai vécu mon adolescence avec des parents qui étaient très en conflit, qui avaient des histoires à droite et à gauche, qui ont fini par se séparer. Et donc moi j'étais l'élément stable de la famille. Et ma mère avait très confiance en moi, d'ailleurs elle a toujours très confiance en moi, un peu trop parce que j'étais quand même une très jeune fille. Et donc quand elle avait besoin d'une coiffeuse, c'était moi qui la coiffais, quand elle avait besoin d'une maquilleuse, c'était moi qui la maquillais, quand elle avait besoin d'une confidente, elle me racontait ses histoires. Puis un jour, elle s'est dit que ce serait bien d'avoir une cartomancienne. D'ajouter un rôle de plus. Donc elle m'a offert un livre pour Noël sur comment lire les cartes. Et ça m'a passionnée. Parce que je crois, mais tu vois, c'était un mal pour un bien, parce que je crois qu'on est appelé, je crois qu'on porte en nous, pour des raisons que je ne connais pas, mais je crois que chacun porte en soi de manière latente des affinités et des mémoires qui demandent à être réactivées. Peut-être même qu'on a des connaissances. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui croit fermement dans les vies antérieures, mais j'en suis venue vraiment à penser qu'on a des inscriptions mémorielles qui sont déposées en nous. Quelque part. Ouais, on ne sait pas pourquoi. Et moi, je me rappelle, j'avais 16 ans et demi, j'étais vraiment une gamine, tu vois, je ne savais rien de rien. J'écoutais du hard rock et j'avais envie d'aller au concert avec mes amis et je fumais des cigarettes Camel parce qu'on était dans les années 80. Et ce truc est tombé entre mes mains et ça m'a passionnée. Et donc j'ai commencé à jouer avec les cartes à jouer normales, avec diverses façons de lire le tarot. Et j'avais des intuitions qui aujourd'hui même m'étonnent de cette jeune fille que j'étais, qui n'avait pas d'éducation. J'avais pas d'éducation spirituelle, j'avais pas d'éducation religieuse, mes parents étaient assez athées, mes grands-parents étaient un peu catholiques, mais sans plus. Et par exemple, j'avais décidé que c'était pas pour lire l'avenir, qu'on pouvait lire que le présent. J'essayais d'aider les gens dans mes lectures, je faisais ça gratuitement bien sûr. Et donc d'un seul coup j'ai commencé à avoir des fils de gens, j'avais je te dis 17 ans, alors en plus de ma mère et de mon père qui étaient en train de se séparer avec toutes les tragédies que ça peut supposer, tu vois c'était quand même très violent. J'avais des copines de ma mère, alors j'avais une amie de ma mère qui avait un cancer au dernier degré, qui voulait que je lui lise le tarot, une femme qui avait 45 ans, qui était dans une relation amoureuse déchirante avec un homme marié, il fallait que je lui lise le tarot. J'avais 16 ans, 17 ans, c'était aberrant. Et puis moi, je le faisais. Et un beau jour, et donc j'avais développé une intuition très forte, et un beau jour, j'ai tiré 3 cartes comme ça pour... c'était un jeu normal, c'était même pas un tarot. Et je me suis dit, mon grand-père va mourir. C'était le dernier lien que j'avais avec une figure un peu plus stable, on pourrait dire, de la génération d'avant. Et 3 jours après, mon grand-père est mort. Et là, j'ai senti un froid descendre en moi, vraiment la peur. Je commençais en plus à avoir des espèces de présences un peu négatives, la nuit, des cauchemars, de sentir que le diable était là, enfin des choses un peu... Ouais. Ou des fois, quand j'essayais de me mettre en méditation, j'entendais des hurlements dans mes oreilles, tu vois, c'était pas très stable. Et j'ai jeté tous mes tarots à la poubelle. Même les jeux de cartes. J'ai dit, je ne couperai plus un jeu de cartes, je ne toucherai plus un jeu de tarot,
jusqu'à ce qu'on me prouve que c'est un livre sacré. J'avais 20 ans, d'où c'est sorti, je ne sais pas. Et pendant les 10 ans qui ont suivi, je me suis beaucoup intéressée au Yiking chinois, dans les diverses traductions. Et j'ai appris en fait à travailler avec l'instantanéité. C'est-à-dire je me rendais compte, en tirant les pièces ou les baguettes, que la réponse était vraiment la fille de l'instant. On dit, dans la tradition soufie, on dit le soufi est le fils de l'instant. Et j'avais moi cette notion que la réponse était vraiment enfantée par l'instant. Et parallèlement à ça, il y a des choses qui sont arrivées dans ma vie, et entre autres un enseignant zen californien pour qui j'ai beaucoup travaillé comme traductrice. Donc je me suis inscrite dans cette tradition taoïste, dans cette tradition zen, qui m'a beaucoup stabilisée. Et puis, autour de l'âge de 30 ans, les cartes sont revenues dans ma vie. Alexandru Jodorowsky est arrivé dans ma vie puisque j'ai été conduite par une amie à le rencontrer dans le café où il tirait les cartes à l'époque. Entre-temps, j'avais fait un gros travail de conscience corporelle, de méditation, un peu d'investigation autour de mes racines chrétiennes, de psychanalyse, donc j'étais quand même beaucoup plus formée. Et là, je me rappelle très bien, j'ai vu Jodorowsky lire les cartes dans ce café. J'étais debout, je regardais ce qu'il faisait. Et la compréhension est vraiment descendue en un instant. J'ai dit, voilà, c'est lui qui sait. Cet homme a compris que le tarot était un livre sacré. Et donc à partir de là, je suis devenue d'abord son élève, puis sa compagne de vie. Puis je suis sortie de sa vie 9 ans après. Je suis restée longtemps sa collaboratrice, dans une relation d'amitié et de coopération. Le total de la relation a dû durer 15 ou 16 ans. Maintenant, on est un peu plus éloignés l'un de l'autre, mais je lui garde une très très grande dette de gratitude, quoi. Et j'ai vraiment appris son système de lecture du tarot, approfondi avec lui, qui est un homme qui a une très très grande connaissance de toutes les traditions religieuses et mystiques, même s'il n'est pas à proprement parler un maître spirituel. C'est un artiste avec un grand artiste qui a une inscription mystique. Et donc j'ai vraiment approfondi cette relation au tarot avec lui. Et puis ensuite dans mon propre cheminement spirituel, particulièrement auprès d'Arnaud Desjardins, puis maintenant de ses collaborateurs proches, puisque moi je suis vraiment engagée dans la voie de la Dhyatma Yoga de Swami Prajnathpad et d'Arnaud Desjardins. Marianne, il y a beaucoup de fausses croyances, de visions très négatives sur le tarot. On pense que c'est un outil de voyance. Ouais. Qu'est-ce que c'est vraiment le tarot pour toi? Alors, après toutes ces années d'expérience avec... Non, moi j'ai un rapport très clair au tarot. Le tarot, je dirais que c'est un vocabulaire. C'est un vocabulaire du retour vers la source. C'est-à-dire, le tarot, c'est un outil parmi nombre d'outils qui nous ont été transmis. Un outil qui, selon l'hypothèse de Jodorowsky, à laquelle j'adhère complètement, a été forgé probablement au Moyen-Âge par des sages issus des 3 religions du livre, c'est-à-dire des chrétiens, je vais les dire dans l'ordre, des juifs, des chrétiens et des musulmans, dans l'ordre des révélations successives. Donc le tarot, c'est un imagier symbolique qui correspond à cette vision occidentale et autour des religions du livre de ce que c'est que le chemin psychologique et le chemin spirituel vers la source, mais aussi le chemin pratique, parce que le travail sur soi, il est aussi comment je fais à manger, comment j'entre en relation avec ma famille, avec mes amis, avec mes collaborateurs. On est inscrit, si tu veux, dans un rapport très, très concret à la vie. Et donc le tarot a été offert comme outil de divination, mais pas de divination de l'avenir, de divination, je dirais, de l'action juste. L'action juste vers l'extérieur, qu'est-ce que je fais avec cette situation ? L'action juste vers l'intérieur, qu'est-ce que je fais avec moi-même, avec mes contenus psychologiques, et l'action juste dans cette verticalité de l'instant, comment est-ce que j'arrive à me situer pour être aligné avec la source qu'on va appeler Dieu, ou Allah, ou Yahvé, la source qu'on va appeler la vérité, dans des termes qui seraient plus des termes du Vedanta hindou. Cela dit, Al-Haq, en arabe, c'est un des noms de Dieu, la vérité. Donc, et le Christ a dit la vérité, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Donc il y a un endroit où toutes les traditions se rejoignent. Mais on peut l'appeler aussi la vie, comme disait Graf Durkheim, la grande vie. C'est-à-dire, comment est-ce que je me relie, comment est-ce que je m'aligne avec cette innocence originelle, avec cette vérité de ce que je suis, qui me permet
d'agir avec mes enfants, dans mon travail, quand je vais acheter le pain, avec mon conjoint, etc., de façon juste, qui me permet de me relier à moi-même de façon juste, c'est-à-dire de traverser tous ces obstacles et qui sont parfois très convaincants, très douloureux, les émotions négatives, la dépression, les incertitudes, les angoisses, etc. Mais au fond, tout ça, ça consiste à répondre à l'appel de la vérité intérieure. Donc, je suis. Si je t'écoute, c'est un outil très puissant de connaissance de soi. Ah oui. Finalement, optique, un outil optique. Pas seulement optique, pas seulement de connaissance de soi, pardon, et pas seulement puissant, c'est un outil précis. Alors optique parce qu'évidemment, voilà, c'est un imagier, hein, donc c'est comme un livre dont les pages seraient détachées les unes des autres, tu vois. Donc tu peux mélanger les pages du livre. C'est comme d'avoir un Coran ou une Bible ou les Upanishads, mais en fragments. Donc tu mélanges les fragments comme ça, et puis tu les tires par hasard, et puis qu'est-ce que ça raconte? Ça dit toute crise aboutit à une résolution, par exemple. Donc c'est un vocabulaire, c'est un imagier, c'est un livre en morceaux. On pourrait dire aussi que c'est un mandala, c'est-à-dire une représentation totale du monde, et que quand tu le mélanges, tu vas tirer 3 étapes qui vont te dessiner un chemin. C'est une structure symbolique, cohérente, qui peut s'apprendre comme on apprend une langue, comme on apprend une mathématique, et qui fait qu'on n'est plus jamais perdu. C'est une proposition que nous ont fait des sages, d'avoir une architecture symbolique à l'intérieur de nous, qui n'est pas sous la forme d'une prière, qui n'est pas sous la forme d'une pratique religieuse, qui n'est pas sous la forme d'un yoga physique, c'est sous une autre forme. C'est une sorte d'architecture symbolique qui nous permet à chaque instant d'avoir un interlocuteur, parce que c'est un maître et un interlocuteur, le tarot aussi, quand on apprend à le lire, à qui on peut dire, écoute, là je suis perdu, je vais jouer avec toi, parce que c'est un jeu aussi. Et à travers ce jeu, comme si j'allais voir un ami ou une amie très chère avec qui j'ai un moment de tendresse et un moment ludique, mais j'en ressors avec plus de stabilité interne. Et donc la façon d'avoir accès à ça, c'est d'apprendre le vocabulaire symbolique, numérologique, culturel, parce que le tarot est inscrit dans une culture qui est celle du Moyen-Âge, et le vocabulaire intime du tarot, qui nous parle de nos pensées, de notre cœur, de notre créativité et même de notre désir, et qui nous parle de notre être au monde de façon très concrète. Alors, tu as parlé tout au début de l'interview, tu l'as répété à un moment donné, que ce n'est pas un outil de voyance. Non. Alors que, normalement, c'est l'utilisation que la plupart des gens lui donnent. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, mais si tu veux, le principe de la voyance, c'est un principe de peur. Moi, je ne suis pas la seule, hein, c'est pas un scoop, mais en gros, l'évolution de l'être humain va de la peur viscérale à l'amour le plus élevé qu'on puisse trouver. Donc sur la peur se basent toutes les conduites défensives, les guerres, les conduites de domination, le parent qui donne une gifle à son enfant, tous les secrets, enfin tout ce qu'on connaît qui crée de la densité négative dans nos vies. Donc ce chemin vers l'amour, il passe par la reconnaissance de la peur. Et qu'est-ce que c'est la peur? Les 3/4 des gens, quand ils se posent une question vitale, comment sortir de ce problème à mon travail, comment arriver à agir vis-à-vis de telle personne avec qui j'ai un conflit, comment résoudre telle difficulté, il y a une part d'amour, je veux y arriver, je veux devenir plus vaste, je veux que ça soit résolu dans la lumière, et puis il y a une part de peur, je ne vais pas y arriver, il faut que ça vienne d'ailleurs, ça réactive des noyaux d'angoisse chez moi, et donc la réponse la plus, primitive à la peur, c'est « Ah ben moi je vais te dire comment ça va se passer ». Je vais te donner la solution, le pack comme ils font maintenant dans les... C'est une manière d'enlever le pouvoir aux gens aussi. Hein. Voilà, mais c'est comme les packs prépayés de téléphone portable. J'ai un pack pour vous, tu vois. Donc, tout peut être utilisé comme instrument de voyance. On a utilisé comme instrument de voyance les livres sacrés. C'est connu, hein. Je veux dire, en ce moment, je suis dans une phase où j'étudie le Coran, donc je vais prendre des exemples de ça. Les 2 dernières sourates du Coran sont couramment utilisées, par exemple, comme invocation pour enlever le mauvais œil. Bon, c'est évident qu'elles ne se résument pas à ça, tu vois. Les gens lisent l'avenir dans le café, les gens lisent l'avenir en jetant des cailloux ou des haricots. Donc cet outil-là, qui est un outil sacré, a été utilisé aussi, et beaucoup au 19e siècle,
et je vais te dire pourquoi dans une minute, comme outil de voyance. Pourquoi au XIXe siècle? Il y a une logique. Le tarot est une production occidentale. C'est la sagesse de l'Occident. C'est une production des trois monothéismes, et particulièrement du judéo-christianisme, puisque l'islam s'est plutôt développé ensuite, après la fin de l'Andalous, a continué de se développer plutôt dans les pays arabes. Et quel est le plus grand moment de réalisation et en même temps de souffrance du monde occidental? C'est précisément la révolution industrielle du XIXe siècle, le triomphe de la bourgeoisie, qui est aussi le triomphe de l'écrasement des masses laborieuses, des gens qui travaillaient dans les mines, des gens qui étaient les serviteurs, etc. C'est le moment où les grands empires coloniaux, anglais, français, etc. se développent. Donc c'est à la fois le moment où ce patriarcat bourgeois occidental se frappe la poitrine en plein triomphe, et où il souffre le plus. Parce qu'il y a l'écrasement du féminin, l'écrasement des enfants, l'écrasement des pauvres. Donc on arrive à une intensification de la culture qui a produit le tarot. Et donc on arrive à la fois au maximum de ses potentialités. C'est le moment où, par exemple, la grande théosophe Helena Blavatsky remet le tarot à la mode, mais dit le nouveau tarot émergera à l'aube du XXIe siècle. Extraordinaire. Ce tarot-ci, le tarot de Marseille restauré par Jodorowsky et Camoin, est sorti en 1997. C'est pas le même tarot de Marseille. Alors c'est le tarot de Marseille restauré. Dans les années 30, Paul Marteau a fait une première restauration du tarot de Marseille, mais il y avait beaucoup de détails qui manquaient et des couleurs. Il était seulement en 3 ou 4 couleurs. Celui-ci est en 11 couleurs et les détails ont été amplement restaurés. Mais c'est pas seulement le nouveau tarot physique, c'est le nouveau tarot en termes de lui redonner toute sa dimension d'outils de compréhension fine et sacrée. Donc au XIXe siècle, on avait à la fois les voyants les plus toxiques du monde, ah cet homme n'est pas bon pour vous, etc. Mélangez 3 poils de chien et 3 poils de chat et faites-les fumer sur le feu et vous pourrez faire une incantation, etc. Enfin toutes ces horreurs-là. C'est dit qu'au XXe siècle ça existe aussi. Hein. Oui, mais je dis ça a commencé au XIXe. Et donc tout le XXe siècle a été un travail, a représenté pour le tarot un travail de continuation du délire, et continuation de la fabrication des tarots, de voyance et de magie noire ou de magie blanche. Mais la magie blanche, bon, c'est mieux intentionné que la magie noire, mais c'est très cucu, d'une certaine manière. Si c'est un niveau, c'est Disneyland, c'est la foire du trône, tous ces trucs-là. Et puis en même temps, il y a eu un travail souterrain qui s'est fait, de compréhension, avec entre autres l'énorme travail qu'a fait le psychologue Carl Gustav Jung, qui a travaillé sur les archétypes dans le tarot. Alors aujourd'hui, on a un peu dépassé le travail jungien, on va plus loin que le travail jungien. Mais il a fait un travail magnifique. Le travail qu'a fait André Breton avec le tarot, c'est d'ailleurs de là que Jodorowsky a commencé à étudier le tarot grâce au travail fait par André Breton. L'immense travail qu'a fait Paul Marteau, qui a été le premier restaurateur du tarot. On a commencé à comprendre que le tarot était un outil, véritablement un outil de sagesse, et en même temps, on avait tous les délires et la voyance par téléphone, etc. Pour aboutir aujourd'hui au XXIe siècle à une espèce d'éclosion, parce que ce travail-ci, entre autres, et là j'en prends vraiment l'entière responsabilité au sens positif du terme, entre autres grâce au livre que nous avons coécrit, Jodorowsky et moi-même, qui s'appelle La Voix du Tarot, qui est un best-seller maintenant dans plusieurs pays. Plus en Amérique latine. En Amérique latine, il est sorti aux États-Unis, il est sorti en Allemagne, il se vend très très bien aussi en Italie et en Espagne. Donc c'est un livre qui est en train de vraiment faire son travail d'irrigation souterraine, si tu veux. Et moi, c'est merveilleux parce qu'aujourd'hui, je croise des gens qui ont appris à lire le tarot, mais à le lire sur un mode vraiment de l'aide psychologique, du travail spirituel, de la solidarité, de la compassion et d'un dialogue de cœur avec l'autre. Donc rien à voir avec les voyants. Et on en est à des centaines de milliers de lecteurs aujourd'hui. Mais je dis pas ça pour me frapper la poitrine. Pour moi, nous collaborons à ce qu'avait prophétisé Helena Blavatsky à la fin du XIXe siècle, qui disait le XXIe siècle verra l'éclosion du tarot véritable. Et le tarot véritable, c'est la même chose que l'islam véritable, le christianisme véritable, le judaïsme véritable, le zen véritable. C'est retourner à l'essence de toutes ces traditions qui, au fond, nous enseignent à retourner vers l'amour, l'innocence, la lumière, une relation guérie à l'autre. Et le tarot a son travail à faire à l'intérieur de ça. C'est pas une religion, mais c'est une tradition. C'est une œuvre d'art sacré qui, de façon très concrète, très claire, très simple,
peut nous enseigner à devenir de meilleurs êtres humains vers l'intérieur, vers l'extérieur et en accord avec la transcendance, dans les 6 directions. Si je peux te donner un petit témoignage de ma part, je suis une de tes élèves et j'apprends le tarot depuis un moment. Et pour moi, ça enrichit ma puissance personnelle. Absolument. Parce que même si je suis quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, je suis perdue parfois. Ça m'arrive souvent quand je suis dans mes émotions, quand la vie parfois nous amène à des moments de confusion. Et j'ai maintenant cet outil du tarot qui me guide vraiment. Quand je ne sais pas quoi faire, je tire 3 cartes et ça s'éclaire. Oui. Je pense que chaque enseignant, le tarot, je le considère comme un maître, au sens où d'abord je pense qu'il a été créé par des gens qui étaient vraiment des maîtres, probablement des chirs soufis, des mystiques chrétiens, de grands exégètes juifs. Je pense vraiment que des gens de cette qualité-là se sont réunis pour créer cet outil. Puis il a été, on pourrait dire, nourri par les bonnes intentions des praticiens. Donc pour moi, le tarot a une énergie de maître, on pourrait dire, tu vois. Et tout maître a une spécificité et une qualité. Et je crois, tel que je le vis, que la spécificité du maître tarot, c'est de nous permettre d'affiner la distinction entre intuition et projection. Donc, et si tu veux, le lien qu'il y a entre l'intuition qui relève de notre nature véritable et la projection qui relève de ce qui grince en nous, c'est aussi profond qu'entre la vie et le mortifère, entre la vérité et la fabrication, entre l'amour et les affections pas claires. C'est vraiment sur cet axe-là qu'il propose son enseignement, et à travers une forme particulière, puisque tout maître a sa forme particulière, qui est que le tarot, c'est à la fois un chemin de la beauté et de la clarté. C'est-à-dire que le tarot est beau, mais il faut que cette beauté soit traduite dans une certaine clarté sobre à travers le langage et les gestes. Et je voudrais dire quelque chose aussi, Mariana, c'est que de la manière que toi, par exemple, fais le tarot, je n'ai jamais eu la chance d'étudier avec Jodorowsky, n'importe qui peut très rapidement arriver à lire le tarot parce que c'est vraiment donner j'ai oublié le mot. Oui, l'essence, enfin le... Non, de donner le pouvoir à la personne. Alors ça, oui. D'être son propre... Qu'est-ce que je vois dans le tarot? Qu'est-ce que telle carte me parle à moi? Tu vois, c'est vraiment très Là, très riche. Il y a quelque chose qui, je pense, vient à la fois du tarot lui-même, de tout ce que j'ai reçu de Jodorowsky, de son enseignement, et puis du reste de ma formation personnelle. D'une part, je me reconnais très calmement et très humblement comme quelqu'un qui a un talent de pédagogie relativement exceptionnel. Je sais que j'ai toujours été quelqu'un qui avait le don d'expliquer clairement. Donc ça accélère le processus d'apprentissage. Et après, dans mon propre cheminement, ça a été toujours très important pour moi. J'ai beaucoup vécu ce que j'appellerais des abus spirituels ou des abus pédagogiques. J'ai souvent fait confiance à des enseignants et puis senti l'endroit où ça marchait pas très bien. Par exemple, mon premier psy, j'ai fait une psychanalyse assez longue, mon premier psy a fait un passage à l'acte avec moi. Je l'ai retrouvé ivre-mort au bout d'un an de psychanalyse. Et au fond, il y a eu beaucoup d'histoires comme ça, où il y a des enseignants qui ont essayé de me séduire, etc., etc. Et je crois que ça a été une bénédiction. C'est-à-dire que ça m'a appris à quel point la souveraineté de l'autre est précieuse. Donc d'un côté, j'ai gardé toute la puissance et, si j'ose dire, l'interventionnisme jodorowskien et ce que cet interventionnisme a de précieux, parce qu'Alexandro disait ça sert à rien de caresser les gens dans le sens du poil, vive la thérapie à coups de gifle, et dans ce sens-là, il se situe vraiment dans la lignée d'un Gurdjieff et de tous ces grands enseignants qui sont vraiment des tremblements de terre, des transformateurs et des magiciens, tu vois. Et c'est vital, parce qu'il y a un moment donné aussi où « Ah, eh bien oui, viens, je vais te dire, et gna gna gna, et gna 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 », et tu passes 20 ans et il ne se passe rien, et tu n'es pas plus avancé. Mais comment concilier ça, cette énergie, cette vigueur de l'enseignement, avec un respect, et plus que ça, avec le fait de promouvoir la souveraineté de l'autre. Et voilà, ma recherche, elle est vraiment à ce niveau-là, et c'est ça qui me passionne aujourd'hui.
Et moi, comme une de tes élèves, je témoigne que c'est vraiment une méthode, moi je dirais, qui me donne beaucoup de souveraineté pour reprendre et je me sens artifice, je ne sais pas si on dit ça en français, je me sens créatrice en fait quand je lis le tarot de cette façon. Oui, absolument. Oui. Après, moi je me suis amusée à développer une pédagogie qui est fondée sur beaucoup de choses. Ce qu'il y a, c'est que Dieu merci, je m'ennuie très vite. Donc je ne suis pas le genre de personne, je crois que je n'ai jamais donné 2 fois le même cours dans ma vie entière. Et donc je cherche toujours à la fois à simplifier, à aller plus vite à l'essentiel et puis à introduire des éléments nouveaux. Et comme il se trouve que dans ma formation à moi, moi je suis écrivain, j'ai une formation et une pratique de comédienne, je suis chanteuse et musicienne, je suis, comme je te l'ai dit, une praticienne spirituelle. Voilà, j'ai beaucoup travaillé avec la méditation, je travaille beaucoup avec des formes de contact profond avec les émotions, etc., qui sont dans la lignée à la fois du focusing de Jen Lin et puis du travail de l'Adhyatma Yoga de Arnaud Desjardins. Donc j'essaye d'amener dans l'étude du tarot les choses qui me passionnent vraiment. Et donc ça m'a amené à développer des modes pédagogiques très, très divers. Alors beaucoup de ces modes pédagogiques ne sont applicables que dans le contact concret avec les gens. Mais là, depuis quelques temps, on m'a demandé d'enseigner en ligne pour l'Amérique latine, parce qu'évidemment les billets d'avion coûtent très cher et que en plus la différence économique est très importante. Donc c'était une manière de pouvoir joindre des élèves qui étaient dans le monde entier. Et ça a été une expérience très intéressante pour moi, le défi de comment est-ce qu'on apporte un enseignement vivant. Moi je suis quelqu'un de très charnel, de très incarné, j'ai aussi fait beaucoup de travail corporel, physique, donc d'être devant mon ordinateur en train de parler à des gens, c'est bizarre. Et donc comment communiquer ces états de présence, ces états de sensorialité, et puis toute cette dimension interactive, en même temps que la clarté de l'enseignement du tarot, à travers un enseignement virtuel. Alors, pour être honnête, il y a peut-être, je dirais, 60% de mon enseignement qui peut passer en ligne. Il y a 40% de ma façon d'enseigner qui est forcément sur le vif, et dans le rapport direct avec les gens. Mais je me dis, bon, 60% c'est déjà pas mal. Ça vaut la peine, surtout que si maintenant j'enseigne en France de cette manière-là, c'est plus facile de prendre un train et d'aller faire un séminaire avec un petit groupe qui se constitue. Pour les 40% qui... Voilà, quelque part pour les 40%. Mais j'ai beaucoup aimé jouer avec des effets d'échelle. J'ai un tarot qui fait cette taille-là, et puis j'en ai un qui est plus grand que moi, tu vois. Jouer avec la présence, la manière dont le tarot comme onde de forme, hein, selon les théories de Rupert Sheldrake, résonne dans un espace. Je m'intéresse beaucoup à la neurologie aussi, ça fait partie à travers la méthode Feldenkrais du travail qui me passionne depuis 20 ans. Donc comment est-ce qu'on peut relier l'étude du tarot avec ce qu'on sait de les neurones miroirs, la manière dont l'attention au corps, en même temps que l'attention portée à l'extérieur, peut nous aider à développer l'intuition, etc., etc. Et si on se faisait un petit tirage de tarot pour montrer. Qu'est-ce que tu veux tirer comme tarot? Tu veux le tirer toi? Tiens. Oui, pour que les gens voient. Tiens, viens ici. Ok, je me mets à côté de toi. Je suis cadré. Attends, moi je vais te cadrer pendant que tu mélanges les cartes. Tiens, vas-y, on est cadrés tous les deux manières. Attends, je vais vérifier. Je suis pas maquillée. Ça va, tu es très belle. Ok, donc je peux m'asseoir à côté de toi, on sera cadrés les deux. Oui, on est cadrés. Qu'est-ce que tu veux demander? Écoute, je vais demander le travail, qui est très intéressant en ce moment. Ouais. Donc tu fais un tirage perso. Mais c'est toi qui vas me le dire. Ouais. Okay. C'est une question personnelle à toi. Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce qu'elle dit le tarot en ce moment par rapport à mon travail? Non, qu'est-ce qu'il dit le tarot? C'est pas une question que j'accepte. Ok. Donc. Il faut que tu. Pourquoi? Il y a plusieurs. Attends, soyons clairs. Parce qu'il faut que ça vienne d'un endroit en toi qui est intéressant. Qu'est-ce qu'il dit le tarot? C'est là. Ouais. Or, ce que tu vis vraiment, tu le vis ici. Ok. Donc il faut que la question vienne à partir de là. D'accord. Il y a une opportunité que me propose en ce moment. Oui. Et il y a plusieurs opportunités en fait que me propose, mais il y en a une spécialement qui m'intéresse beaucoup, mais qui me demande un certain dépassement. Pour la caméra. Oui. Et je voudrais savoir si cette opportunité me convient. Donc est-ce que cette opportunité me convient? Et dans me convient, on est vraiment entre le cœur et le pubis, hein, ou disons entre la gorge et le pubis, c'est-à-dire ces endroits où notre vie se passe vraiment. Est-ce que ça me convient là, profondément?
Donc tu vas tirer 3 cartes sans les retourner. 1, 2, 3. Ça ne se voit pas dans la caméra, on va tout de suite les montrer. Okay, 3 cartes. Et donc on a la justice, la lune et le pape. Je vais les montrer. Hein. Ouais. Donc il y a la justice, la lune et le pape. D'accord. Okay. Donc la justice, c'est une carte qui parle de cette femme-là, celle que je viens de toucher. Ouais. Tu vois? Donc la première chose, c'est tu es déjà dans l'état, quand tu es dans ton corps, tu es déjà dans l'état de savoir ce qui est juste pour toi. La justice, elle a deux petites balances. Donc elle est en train de se couper de quelque chose et d'aller vers quelque chose. Et vers quoi elle va? La lune. Donc la lune, on n'est plus dans un corps. On est dans quelque chose de beaucoup plus vaste. On est dans le féminin au sens cosmique du terme. Donc ce que tu es en train de dire, c'est je veux que ce travail m'emmène là. Je veux partir de ce corps, de cette présence que je suis, mais rejoindre le monde en tant que la femme que je suis. Et donc ensuite on a le pape qui est une figure masculine et qui est une figure de communication. De la même façon que la justice a une balance qui a 2 plateaux, le pape a 2 disciples ou 2 interlocuteurs. Et donc ce travail-là te donne les moyens, ou pas, c'est la question que je te pose, de fonctionner en ayant des interlocuteurs et en communiquant? Ou pas? Oui. Alors ça me paraît pas mal. On va voir, comme le pape regarde encore un peu plus loin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reposer le jeu sur la table. Hein, il y a cet espoir, cette espérance. Le pape, c'est un idéal, c'est un passage, de pouvoir, à partir de ton féminin, toucher d'une manière plus pénétrante, donc plus phallique, on pourrait dire, toucher une réalité dans le monde. Donc vraiment en te posant à l'intérieur de toi, on va voir si cette espérance, cet idéal qui naît, ce désir d'aller vers, trouve une correspondance dans le travail qu'on te propose. Il y a une carte ici. Donc la carte que regarde le pape, carrément. Donc ce pape qu'on avait au bout de la lecture, parce que la seule question c'était, à nouveau on a une barbe. Donc si on a une barbe, est-ce qu'on va faire honneur au féminin? Oui, parce que je ne veux pas que ça soit comme un homme. Tu veux pas que ce soit barbant. Oui, ni barbu, ni barbant. Et là, aux joies, au miracle, on a l'étoile, c'est-à-dire s'incarner dans un lieu. À nouveau, ces 2 éléments qui sont les 2 jarres que verse l'étoile. C'est vrai, il y a pouvoir donner ce qu'on a à donner, pouvoir verser l'eau de la lune. Hein, on pourrait dire qu'elle verse l'eau de la lune, mais à l'intérieur d'un territoire. Donc il semblerait que de la façon dont c'est... Parce que c'est toi qui as choisi les cartes, moi je suis juste la traductrice, mais que de la façon dont c'est inscrit à l'intérieur de toi, il existe une véritable possibilité que ce que ton être profond désire véritablement, ce qu'il désire viscéralement, vraiment d'une manière intime, a une chance de se réaliser à l'intérieur de cette proposition de travail. Tu nous diras? Oui, magnifique. On va conclure là-dessus? Oui, on va conclure là-dessus. Et j'ai vraiment envie d'inviter tous les gens qui sont en train de nous regarder de suivre cette formation que tu nous proposes. C'est vraiment une chance d'avoir Mariana. Si le tarot vous tente, parce que si le tarot ne vous tente pas, je peux Ah oui, bien sûr, bien sûr. Si le tarot vous appelle de faire cette formation, parce que c'est vraiment une chance de faire cette formation avec toi. Je serai la première à me connecter aux dates indiquées parce que ça va être génial. Pourquoi je dis si le tarot vous tente? Parce que je crois que c'est très important, et ce sera le mot de la fin pour moi, de dire que c'est une forme artistique. Donc il y a des gens qui sont plus attirés vers la danse, vers la musique, vers le chant. Le tarot a cette vibration très particulière. Débutant ou pas débutant, ça n'a aucune importance. Mais est-ce qu'il y a une envie? Est-ce qu'il y a un goût? Est-ce qu'il y a un parfum? C'est ça qui pour moi va déterminer le fait qu'une personne soit appelée et apte à étudier le tarot. Donc bienvenue si c'est le cas pour vous. Voilà. À très bientôt.